Bonjour, bienvenue à l'émission. Alors, cette semaine, on reçoit Véronique Pepin, qui est éditrice, autrice, slash. On va expliquer le concept de slasher bientôt. Restez là. Voilà. Véronique, merci de nous recevoir. Merci de l'invitation. Alors, on est au Boisé des Frères, où a lieu la dernière exposition que tu as mise sur pied. Avant de parler de cette exposition-là, par contre, j'aimerais savoir, toi, ton aventure artistique, ça commence où? Oui, en fait, ça commence avec un bac en études littéraires et puis l'idée de l'envie de poursuivre encore, d'en savoir plus sur les auteurs, surtout sur l'histoire de la littérature. Donc, je me suis ensuite dirigée à la maîtrise. Donc, ma maîtrise porte sur le théâtre québécois, sur la littérature québécoise actuelle. Donc, sur un dramaturge qui est maintenant assez connu, qui est Wajdi Mouawad, donc qui a fait notamment Incendie, là, qui a été mis ensuite au cinéma. Donc, à cette époque-là, on remonte quand même au début des années 2000. C'était un tout jeune dramaturge. Donc, je me suis intéressée à lui, puis ça m'a ouvert un peu les portes sur l'art actuel. Donc, après ma maîtrise, en revenant ici en région, à Victoriaville, j'ai œuvré au Centre d'artistes graves, qui s'appelle aujourd'hui Atoll. Donc, j'ai œuvré comme directrice là-bas par intérim. Et puis, j'ai rencontré cette fois-là les artistes visuels. Puis, je me suis rendu compte que les artistes littéraires, donc les écrivains et puis les artistes visuels avaient beaucoup à communiquer ensemble. Donc, de cette idée-là, de cette découverte-là, en fait, est née l'idée de travailler à la promotion des artistes là, qui font les œuvres de nos jours. Donc, il y avait comme une suite logique là-dedans. Puis qu'est-ce qui t'attire là-dedans, dans l'écriture, dans le langage? En fait, je suis pas, contrairement à plusieurs auteurs, je suis pas du type qui a plein de manuscrits là, dans ses tiroirs. Je suis pas comme ça du tout. Moi, ce que j'aime, en fait, ce qui m'allume là-dedans, c'est l'idée de la rencontre, l'idée du concept. Donc, je crée en fait sur mesure. Quand on arrive avec un concept qui est original, qui me plaît, souvent c'est de la création sur des objets ou dans l'espace, comme ici au Boisé, ça se déploie dans la forêt. Donc ça vient, ça allume quelque chose en moi qui a envie de s'exprimer. Ça sort souvent, c'est ça, par l'intermédiaire des mots, qui est mon matériau, mais aussi beaucoup par la rencontre. Donc, je fais un art qui est interdisciplinaire, donc qui travaille beaucoup en collaboration avec des artistes, notamment visuels, mais des artistes de plein de disciplines. Oui. Avant qu'on commence le tournage, je t'ai demandé comment est-ce que tu veux que je te présente. Puis là, tu m'as dit, je suis une slasheuse. Dans ma tête, à moi, je comprenais pas trop le concept. Donc, c'est pour ça que je suis allé, je n'ai brièvement parlé lors de l'introduction. Qu'est-ce qu'une slasheuse? Oui, bien c'est ça. C'est difficile pour moi de me décrire quand on me demande qu'est-ce que tu es. Maintenant, je ramène ça un peu à écrivaine et éditrice. Puis il y a une partie de moi qui est aussi gestionnaire, intervenante culturelle. Mais il y a une partie de moi qui est aussi critique littéraire. Il y a une partie de moi qui est aussi animatrice dans les camps de jour. Donc, l'idée du slash, c'est une tendance qu'on observe depuis quelques années où les gens deviennent pas nécessairement spécialisés dans une seule chose, mais multidisciplinaires, ont plusieurs champs d'intérêt, plusieurs spécialités. Donc, l'idée du slash, c'est un peu pour dire qu'on fait plein de choses. En fait, souvent, ce sont des gens créatifs qui ont du leadership. C'est comme moi, je suis travailleuse autonome, j'ai développé ma propre entreprise. Donc, souvent, on est des slasheurs parce qu'on fait de la comptabilité, de la promotion, on fait un peu de tout. Donc, c'est un peu une blague, mais qui résume quand même un peu le concept de la fille qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et puis, il n'y a pas très, très longtemps, on a eu un genre de petit débat. Je ne veux pas raviver nécessairement ce débat-là, mais la féminisation du mot « auteur », ça se dit autant auteur qu'autrice. Toi, est-ce qu'il y en a un que tu préfères entre les deux? Ben moi, d'emblée, je suis féministe. Donc, mais pour moi, le féminisme, il passe pas nécessairement par le langage, même si dans mes études en histoire de la littérature, en histoire de l'art, donc oui, j'ai perçu l'importance du langage comme marque de différence entre les hommes et les femmes. Mais à ce sujet-là, pour moi, le langage est d'abord un outil. À partir du moment où on l'utilise puis à nos fins,
pour moi, ça fonctionne bien. Donc, ça répond pas vraiment à la question parce que j'ai lu sur le sujet, puis les deux me vont. Puis en fait, je respecte les femmes qui ont besoin de se dire autrice pour se réclamer, tu sais, prendre cette position-là de femme qui écrit. Mais pour moi, auteur est aussi valable. Donc, à partir du moment où la personne se sent bien avec l'appellation, je suis assez inclusive dans mon approche. Oui, c'est ça, parce que autrice, ce qu'on disait, c'était comme un néologisme, tout ça, mais autrice, ça fait longtemps que ça existe, Voilà. ce mot-là, là, donc il était juste un peu sombré dans l'oubli. Mais... Oui, puis là, ben, ce qu'on dit, c'est que est-ce qu'il a sombré dans l'oubli parce qu'on voulait comme mettre un petit peu sous la table le fait que les femmes écrivaient. Donc, ce sont des débats qui sont intéressants, qui sont pertinents, mais dans lesquels moi, je me retrouve pas nécessairement. Oui. Tu te définis pas à travers ce mot-là. Tout me va. Oui. Tu parlais un peu justement que tu avais fondé ta propre entreprise. Ça, c'était en 2012. C'est La Petite Barque. D'où t'es venu le nom? Oui, La Petite Barque. En fait, j'ai cherché beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, je suis une fille de concept. Puis pour moi, là maintenant, avec le temps, je me rends compte que je suis une fille de beaucoup de mots verbalement, mais de peu de mots à l'écrit. Puis l'idée de La Petite Barque, c'est en discutant avec une amie. Elle trouvait que ça me résumait. C'est elle qui a amené cette idée-là parce que je suis une personne qui aime beaucoup la nature, qui est très appelée par l'eau. Je vais souvent sur le bord de l'eau. Il y a quelque chose qui me nourrit là-dedans. D'ailleurs, oui, il y a une petite chute à nos côtés. Puis l'idée, ben, en fait, c'est ça, la barque. Si on y va dans le concept, là, la petite barque, ben, c'est que dans le gros océan des éditeurs et des artistes et du monde culturel, ben, il y a une petite barque qui est comme sans prétention, ma petite boîte, ma petite patente qui vogue là-dedans librement. Puis je le dis aussi sur un océan de mots et d'images parce que La Petite Barque, c'est une maison d'édition indépendante qui fait du livre d'art. Donc des beaux livres, des livres de qualité où le souci esthétique, le choix du papier, le graphisme est très important. Donc où les mots ont un espace, une place très importante, mais le visuel aussi. Donc, c'est la rencontre de l'art visuel et de la littérature. Donc, La Petite Barque, c'est ça. La Petite Barque sans prétention. Puis jusqu'à maintenant, La Petite Barque remorque combien d'œuvres? On arrive déjà à 20 titres avec La Petite Barque. Puis vraiment, c'est une belle histoire parce que en fait, c'est un projet un peu là, à la suite de ce que je te disais au début. J'ai eu envie un jour de me commettre d'être porteuse de projet, mais dans lequel je serais inscrite. Puis la première idée, en fait, c'était de faire la rencontre entre des jeunes artistes visuels et littéraires. Donc, un auteur, un artiste visuel qui se rencontrent, qui se connaissent pas. Puis je leur dis, je vous donne 10 pages dans un livre à paraître. Vous faites ce que vous voulez, c'est libre. Le thème, c'est débrider. Rencontrez-vous, laissez-vous aller. Moi, je vais m'amuser à créer le livre parce que depuis toujours, j'adore les livres. C'est un univers qui me parle beaucoup, mais l'objet livre aussi. Donc, je dis, moi, je vais être l'éditrice de ce projet-là. Et puis, ben, ça a fondé une maison d'édition, tu sais, il faut bien l'éditer. Puis c'était vraiment parti pour ce projet-là que j'ai créé La Petite Barque. Et puis, les projets m'ont été proposés, j'en ai conçu d'autres. Et puis, nous voilà 8 ans plus tard avec près de 20 titres. Donc, ça grandit merveilleusement, mais librement. Il n'y a pas d'orientation, j'ai pas de perspective de carrière avec ça. C'est vraiment par passion que je le fais. Ça sert pas du tout à gagner ma vie. C'est pas dans un but commercial, mais le fait de le faire librement, puis par passion, me permet justement de publier des projets qui ont pas malheureusement, qui seraient refusés par des éditeurs traditionnels parce que ce seront pas lucratifs, ils coûtent trop cher à produire pour le prix qu'on peut en demander. Donc, c'est une autre façon de faire de l'édition que j'ai développée avec La Petite Barque. Dans le fond, c'est pour un peu faciliter l'accès à l'édition à certaines personnes qui, normalement, seraient peut-être... auraient de la misère à se trouver une niche ou une maison d'édition pour les représenter. Tout à fait. C'est extrêmement difficile d'avoir accès au milieu de l'édition traditionnelle. Il y en a qui y ont accès et c'est merveilleux. Si quelqu'un m'approche avec le rêve d'être publié, je vais l'aider d'abord à trouver une maison d'édition pour l'éditer. Mais c'est difficile. Les éditeurs reçoivent des centaines, sinon des milliers de manuscrits. Ils en publient peut-être une dizaine par année pour les plus grosses maisons, parfois 20. Donc, c'est vraiment très difficile. Puis, il y a une parole qui a besoin d'être porté jusqu'au lecteur. Il y a des projets qui sont tout à fait légitimes, pertinents, actuels, qui
ne s'inscrivent pas dans un catalogue à visée commerciale. Donc oui, en effet, avec la petite barque, ce que je veux, c'est justement diffuser le travail des créateurs, particulièrement des créateurs de la région centricoise, qui est notre belle région, la région que j'habite puis que je me plais à animer au niveau culturel, puis de donner, c'est ça, une voix, un espace pour que les projets de ces artistes-là soient connus. Donc, je pense que tout le monde est gagnant. Puis le fait qu'on arrive justement à 20 titres montre qu'il y a vraiment un marché à quelque part qui est différent, mais qui existe pour ces projets-là. Tu parlais de la région, tu es aussi beaucoup impliqué dans la promotion des artistes d'ici, la diffusion d'ici. Tu t'impliques auprès du Centre du Québec. C'est quoi l'importance d'organismes comme ça pour le rayonnement d'artistes? Oui, c'est tout à fait important. Dès mon retour en région, en fait, c'est ça, moi, je me suis expatriée pour les études. Puis quand je suis revenue au début des années 2000 avec ma maîtrise en poche, j'ai rapidement eu envie de m'impliquer parce que je trouve que c'est la force des régions, c'est que, oui, le territoire est grand, mais on a accès rapidement aux gens. Donc, on peut tisser rapidement un réseau. Puis, quand on s'implique, les actions les décisions qu'on prend, les gestes qu'on pose, ces actions-là ont une répercussion assez immédiate puis contribuent vraiment à la vitalité du milieu. Donc oui, je me suis engagée tout d'abord dans la MRC d'Arthabasca, la table de représentation culturelle. Ça a commencé comme ça au début des années 2000. Puis tranquillement, ben on connaît notre réseau, grandit comme ça. Puis depuis quelques années, je suis impliquée à Culture Centre du Québec, donc qui est l'organisme de représentation régionale qui représente les artistes professionnels du Centre du Québec. Et puis ben voilà, jusqu'à en accéder à la présidence l'automne dernier, donc à l'automne 2019. Donc je représente les artistes professionnels. Puis oui, c'est important, ces organismes-là, parce qu'il y a des artistes qui sont tout à fait valables, pertinents, géniaux, qui choisissent de vivre en région, qui ont besoin d'une voix parce que leur travail est tout à fait pertinent et a un impact qui est réel dans leur milieu. Puis, on est souvent porté à penser que c'est dans les grands centres que ça se passe, les vraies affaires. Il y a des trucs hyper intéressants qui se passent en région, puis ces artistes-là, ben, ils ont besoin d'être représentés, d'avoir accès à des services, à de la documentation, à de l'aide, par exemple, pour monter des dossiers de présentation. Donc, Culture Centre du Québec sert à ça. Puis c'est pour ça que je me plais à m'y impliquer, parce que je pense que c'est un organisme essentiel. Ben oui, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de touristes qui viennent ici nécessairement pour l'art. Oui, c'est un enjeu. Hein? La diffusion pour les artistes en région, c'est un enjeu réel. Il existe des réseaux de diffusion. Faut voir ensuite, bon, pour aider les artistes à se professionnaliser, il faut que le lieu de diffusion soit reconnu. Il en existe, mais là, encore une fois, c'est pas nécessairement si facile que ça d'y avoir accès. Donc, faut voir ce qui existe de façon alternative, là, comment on peut se promener là-dedans, mais c'est clair que le Centre du Québec est justement au centre du Québec, mais c'est une région où on passe. Donc, il faut trouver des façons d'attirer les gens ici. Puis là, depuis quelques mois, il y a une campagne qui travaille sur l'identité régionale. Donc, la culture s'intègre aussi à ce mouvement-là pour essayer de développer qu'est-ce que c'est être centricois. D'abord, là, les gens savent même pas que c'est ça. Le terme, pour quand on habite au centre du Québec, c'est un centricois, une centricoise. Donc, qu'est-ce que c'est être centricois? C'est quoi la couleur de ça? Puis au niveau culturel, on essaie aussi de contribuer à ce mouvement-là pour que les gens viennent voir ce qui se passe ici, puis qu'il y a des choses tout à fait assez originales et inédites. Parlant de choses originales, ça m'amène à te poser une question sur le temps que tu as passé chez Charles-Édouard, qui est quand même une résidence d'artiste dans une bibliothèque. C'est un lieu qui n'est pas nécessairement, je dirais pas nécessairement saugrenu, mais qu'on pense pas dire on va faire une résidence dans une bibliothèque. Oui. En fait, c'est ça, cette idée-là m'est venue en discutant avec une collègue autrice, justement. Puis elle avait cette idée-là de faire une résidence d'écrivain en bibliothèque. Puis c'était pas possible à ce moment-là pour elle de le faire. Elle m'a dit, je te donne l'idée. Elle dit, il me semble que toi, je te verrais faire ça. Donc, ben, j'ai dit, pourquoi pas? On voit souvent les résidences d'artistes en art visuel. Donc, l'artiste est hébergé à quelque part, investit ce lieu-là, y habite pour développer un projet en art visuel, puis ça se termine par une exposition. Alors, j'ai dit, pourquoi pas faire ce concept-là? Donc, pour l'écrivain, son lieu de diffusion, ce serait la bibliothèque. Alors, oui, j'ai fait ça chez Charles-Édouard, donc en collaboration avec la ville de Victoriaville et le bibliothécaire chez Charles-Édouard à Victoriaville. Et puis, il y avait comme deux volets. Le premier volet, c'est que j'étais là dans l'espace
l'espace public. Puis il faut savoir que maintenant, les bibliothèques, ce ne sont plus des lieux où il faut être en silence très austère. Ce sont des lieux très vivants où c'est invitation à tout le monde sous plein de formes d'art, du cinéma, il y a de l'art visuel, il y a de la musique, il y a plein de choses qui se passent. Donc, j'étais là dans l'espace public avec une petite pancarte, écrivaine en résidence, venez me voir. Puis j'étais là avec mes livres, puis j'écrivais. Donc, c'est arrivé qu'il y a des gens qui sont venus me discuter avec moi, on a parlé de lecture, des gens qui sont venus écrire, c'était vraiment particulier. Des gens qui venaient s'asseoir là, puis qui écrivaient eux-mêmes dans leur cahier, on était comme ensemble, et chacun dans notre création. Puis j'ai aussi produit une liste de lecture là, de romans, de littérature québécoise actuelle, hein, qui continue de m'intéresser beaucoup pour que les gens puissent découvrir ça. Donc, j'ai diffusé ça à la bibliothèque. Puis le deuxième volet, j'ai animé des ateliers de création littéraire, donc ouverts à tous les citoyens qui avaient envie de participer. Puis, à la fin, pour clore le projet, l'activité de diffusion, j'ai produit un livre donc qui collige mes textes, ce que j'ai écrit pendant que moi, j'étais dans ce lieu-là, que je m'imprégnais de cette ambiance-là, puis les textes des gens qui ont participé à l'atelier de création. Donc, au final, c'est comme quand on parcourt ce livre-là, ben, on vit un petit peu de ce qui se passe quand on est dans cette bibliothèque-là, puis ça a permis aussi à des citoyens de vivre une expérience de publication professionnelle. Donc, c'est une belle expérience de médiation culturelle. Oui, puis qu'est-ce qui t'a marqué le plus de cette résidence-là? Bien, je te dirais l'ouverture de la ville de Victoriaville d'abord, de rendre des projets comme ça possibles. C'est assez audacieux quand même, là, d'accueillir comme ça un écrivain, de lui laisser une carte blanche dans l'espace public. L'ouverture des gens qui ont participé, qui ont osé venir me rencontrer et puis créer des textes avec moi. Là, il y avait une série de rencontres, donc cette ouverture-là. Puis l'anecdote des gens qui écrivaient, là, dont une jeune femme en particulier qui écrit de la poésie, qui est tellement une belle personne, touchante, avec beaucoup de vécu intérieur, puis qui s'assoyait là, tu sais, dans le coin, dans mon angle mort presque, là, puis tout le temps que moi j'étais là, elle était là, elle écrivait. Donc, cette espèce de partage-là dans le silence, mais dans le geste d'écrire, ça, je trouvais ça très touchant. Donc, des moments qu'on ne peut pas provoquer, mais qui sont là quand on les accueille. Ah oui. Puis tu parlais d'ateliers de création littéraire. Comment est-ce que tu fais pour insuffler une inspiration, une fibre artistique de gens qui viennent juste créer comme ça? Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même quand j'étais au cégep, à l'université. Ils nous faisaient vivre ça. Puis, j'ai décidé de partager ça avec les gens depuis quelques années. Donc, l'animation d'ateliers de création littéraire, je le fais notamment au centre communautaire Arthabasca. Et puis, en fait, comment ça fonctionne? C'est vraiment sous forme de jeu, d'abord. Donc, comment j'explique ça quand j'anime ces ateliers-là ou dans les camps de jour, par exemple? C'est que la créativité, tout le monde en a. Mais c'est comme un muscle. C'est comme quand on veut se mettre en forme, il faut se réchauffer, puis il faut le pratiquer. Mais notre créativité, il faut la réchauffer, il faut la pratiquer, puis il faut comme la mettre en mouvement. Donc, on commence par des exercices d'échauffement qui sont vraiment sous forme de jeu. Un abécédaire, je donne une liste de mots, composer une phrase. On y va là, pour se mettre en mouvement, puis comme ouvrir un petit peu nos œillères. Là, ouais. Puis ensuite, bien, tranquillement, j'amène un thème, des situations de mise en contexte. Par exemple, composer un texte avec telle image. Donc, c'est souvent des propositions qui sont assez amusantes, mais qui permettent aux participants de découvrir des ressources qu'ils ne savent même pas qu'ils ont, puis de sortir peut-être un petit peu de leur zone de confort. Parfois, les participants disent « Bon, ben moi, j'écris le récit de ma vie. » Ben là, cette personne-là peut se rendre compte qu'elle fait de la poésie ou qu'elle a de l'humour dans son écriture. Donc, ouais, donc c'est vraiment sous forme très décontractée que ça se passe. Puis dans l'échange, c'est toujours des très belles rencontres. Un autre projet qui a été lancé cette année, là, on change de type d'art avec les écornés. On est sur un art postal. C'est quand même assez différent de la littérature. Ben oui et non, parce qu'encore une fois, ça rejoint, tous ces champs d'intérêt-là se rejoignent. Donc, c'est toujours les mots, le matériau mot et le matériau image qui se rejoignent dans tous mes projets. Donc, l'art postal, en fait, c'est pratiqué depuis longtemps. C'est pratiqué beaucoup en Europe, un peu partout dans le monde, mais au Québec, on connaît un petit peu moins ça. Mais dans le fond, le degré 1 de l'art postal, pour te raconter un peu ce que c'est, le degré 1, c'est la carte postale. Donc, il y a l'image d'un côté, le petit message de l'autre, l'adresse de la personne. Mais l'art postal, ça peut prendre
prendre encore là toutes sortes de formes. Puis c'est un peu un exercice qui nous permet d'exprimer notre créativité, de se laisser aller là-dedans, puis qui est accessible à tout le monde. Donc moi, c'est aussi quelque chose qui se rejoint dans tous mes projets, l'idée que l'art, ben c'est pour tout le monde peut l'exercer. Certains le font de façon professionnelle, mais ceux qui le font de façon intuitive, de façon amateur, c'est tout à fait valable pour moi. Donc, dans l'art postal, ben comme je l'ai dit, ça peut être une carte, là, quelque chose, un mot, une image qu'on poste, mais écoute, ça peut prendre des formes tout à fait inédites, là, ça peut aller jusqu'à la sculpture. J'ai déjà reçu une semelle de bois, j'ai reçu des tableaux, puis tout ça, là, voyage à découvert. Donc, c'est interdit de mettre ça dans l'enveloppe et de le cacher. L'idée, c'est que l'œuvre, tout le monde la voit quand voyage, là, de la personne qui la poste, là, qui la manipule, jusqu'au facteur qui vient la mettre dans ta petite case. Donc, tout le monde voit ces œuvres-là. Puis, idéalement, ben, elles portent les marques de leur voyage. Donc, s'il y a des traces, ça fait partie du jeu. Ben oui. Donc, ça fait partie de l'art, littéralement. Oui, tout à fait, tout à fait. La pandémie a joué dans vos plans un peu, hein? Oui, tout à fait. Le dévoilement devait avoir lieu au mois d'avril. Avec l'histoire qu'on connaît, on a mis ça sur pause. Mais en fait, ce que ça nous a permis, hein, on trouve du bon dans tout, ça nous a permis d'accueillir des œuvres, davantage d'œuvres. On a laissé l'appel de participation ouvert. Et puis là, ben, on pourra dévoiler ces œuvres-là dans quelques jours. Oui, mais justement, as-tu l'impression que les gens ont profité un peu du confinement pour en faire, pour y participer? Oui, il y a quelques-uns qui sont arrivés, donc suite à ça, les gens étaient à la maison, cherchaient des activités à faire. Puis j'ai eu le bonheur aussi d'animer un atelier d'art postal pour l'organisme École en réseau, donc qui est allié avec Culture pour tous, l'organisme qui s'occupe des journées de la culture. Et puis on a fait ça, un peu tout le monde était sur Zoom et autres logiciels comme ça. Puis il y a des gens justement qui étaient confinés à la maison, les élèves avec leurs parents. Donc on a comme fait des classes d'art et puis on a reçu une abondance d'œuvres. Donc oui, ça a permis aux gens de sortir un peu dans leur imaginaire, de voyager grâce à l'art. Oui. Puis de monter une exposition avec des œuvres aussi disparates, puis avec des formats aussi variés. Comment ça se passe? Oui, ça exige un peu de créativité, mais moi, j'adore ma forme. Je suis depuis peu une artiste qui se dévoile là, comme poète, là, si on veut, mais je suis une personne très créative dans toutes les sphères de ma vie. Donc, arriver comme ça avec des œuvres, comme tu dis, de formats, de tout ça différents, ben ça exige une mise en espace qui est différente, mais qui justement amène le spectateur à voyager dans cet espace-là de façon inattendue. Donc, souvent, les œuvres d'art postal, elles sont suspendues dans l'espace parce qu'on peut les regarder de tous les côtés. Hein? Parfois, c'est en 3D. Donc, mais tu sais, recto verso. Donc, on voyage là-dedans, on utilise des socles. Donc, à chaque exposition, la mise en espace est différente. Et puis là, la Maison de la Culture, c'est un lieu patrimonial génial à Warwick. Donc, ça promet d'être vraiment de toute beauté. Puis ça, cette exposition-là aura lieu cet automne, mais entre-temps, là, on est l'été. Et puis, on est dans la dernière semaine de Entre la page et la forêt, un peu de vent. Alors, parle-moi un peu de cette collaboration-là avec Linda Vachon. Oui, ça, c'est une exposition qui a été tout à fait un bonheur, une bouffée d'air frais dans les derniers mois, qui ont été un peu difficiles pour tout le monde à différents niveaux. Pour les artistes, ce qui a été difficile, ben, c'est qu'il y a beaucoup de projets qu'on menait qui ont tombé puis qui perdaient un peu de leur sens. Alors, quand la ville de Victoriaville, avec Daniel Croteau, en fait, m'a proposé de mettre mes mots en valeur, justement, m'approcher comme ça en disant, tu sais, Véronique, t'écris, t'es toujours à promouvoir le travail des autres artistes, mais on te lit pas suffisamment. Viens habiter cet espace-là, dans la forêt. Il me semble que tes mots se déploieraient dans cet espace-là. Donc, j'ai tout de suite pensé à Linda Vachon, avec qui j'avais fait déjà un petit projet, une petite collaboration, mais qui est une personne tellement authentique, touchante, puis son univers visuel, je pense, puis c'est ce qu'on se plaît à se dire ensemble, qu'elle dit avec des images ce que moi je dis avec des mots. Donc, on a travaillé ensemble. Donc, mes mots et ces images ont été juxtaposés, puis vivent dans l'espace du boisé. Il y a une dizaine de bannières comme ça. C'est tout à fait touchant, puis je suis contente d'avoir accepté ce projet-là. J'ai eu l'hésitation à dire, est-ce que moi, je suis rendue là, tu sais, à accepter une exposition? Est-ce que je suis rendue à ce niveau-là dans mon écriture? Puis, c'était un défi, si on veut vraiment, de sortir de ma zone de confort, de dire, OK, là, c'est moi l'artiste principal. Habituellement, je le fais dans le cadre d'un projet collectif. Ouais. Mais là, de le faire comme ça avec Linda, ça nous a permis, je pense, d'aller plus loin. On s'est comme poussé, là, tu sais, à aller plus loin dans ces images, moi, dans mes mots. Puis au final, ça donne quelque chose qui
très sensible. Donc, il y a de la douleur dans nos mots, dans nos images, mais il y a toujours un peu de lumière. Puis, écoute, dans le cadre du Boisé, c'est un magnifique espace d'exposition. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir fait ça avec oui, Linda. c'est ça. Est-ce que la nature a teinté un peu vos œuvres, le travail sur cette exposition-là? Ben, c'est ça qui est un peu... En fait, ça s'est présenté comme ça. Hein. L'offre a été d'exposer ici, mais dans mon travail, je parle beaucoup de la nature. J'ai un regard sur le temps, sur l'espace, qui est très présent. Puis Linda, dans son travail d'artiste, elle est multidisciplinaire. Donc oui, elle fait de l'art visuel, mais avec plein de médiums différents. Travaille avec des matériaux qu'elle trouve dans la nature. Donc il y a ça dans les œuvres. Donc, est-ce que ça a teinté? Non, parce que c'était déjà présent. Mais est-ce que ça teinte? Bien, c'est comme si les œuvres se déploient différemment, prennent un autre sens dans cet espace-là. Le fait que le vent fait bouger les bannières, écoute, ça devient presque magique. Puis ce qu'on m'a dit, c'est que les gens qui ont visité l'exposition étaient quand même durant tout l'été, hein, pendant plusieurs semaines. Puis les gens qui la visitent, cette exposition-là, nous disent que selon l'heure à laquelle ils viennent la journée, si c'est nuageux, si c'est ensoleillé, il y a comme une ambiance différente dans la forêt qui amène une lecture différente, une perception différente sur les œuvres. Donc, ouais, c'est poétique jusque dans sa mise en espace. Ah oui. Et puis en terminant, qu'est-ce que hiver 2020-2021 t'attend? Oui, qu'est-ce qui m'attend? Ben encore des beaux projets. Hein? On nous a dit de se réinventer, mais pour nous, c'est le quotidien. Nous, ça fait partie de notre vie, inventer de nouveaux projets. Donc, j'ai une résidence d'artiste dans une école primaire qui a été interrompue malheureusement. On était dans notre envol. Donc, un beau projet qui, en principe, si rien ne change, pourra fonctionner cet automne. Donc, la petite barque aura une autre publication à faire connaître aux gens, on pourra s'en reparler avec un photographe professionnel de la région. Donc, je n'en dis pas plus pour l'instant. En principe, on va travailler là-dessus. Puis, il y a aussi un projet de diffusion des mots des auteurs d'ici qui a été mis en branle durant l'été, puis qui va se déployer aussi là, cet automne. Donc, on peut lire un peu de mes mots, mais les mots de 11 auteurs de la région. Donc, on peut ouvrir l'œil sur le territoire de la MRC d'Arthabasca et de la ville de Victoriaville. Au lieu de panneaux publicitaires, vous verrez des citations d'auteurs d'ici. Donc, je suis un peu derrière ce projet-là. Inspirant. En terminant, on va rappeler les dates. Alors, entre la page et la forêt, un peu de vent, c'est jusqu'au 27 septembre. Les Écornés? Oui, 26 et 27 septembre, également à la Maison de la culture de Warwick. Donc, tu vas te diviser en deux? Ah, on peut être un peu partout grâce à la magie des mots. Excellent. Donc, entouré sur le calendrier 26-27 septembre. Et pour le reste, on suit les informations sur page Facebook. Oui, page Facebook. Là, je suis très active avec la page La Petite Barque ou ma propre page Facebook. Et puis, dans une bibliothèque près de chez vous. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit Micheline Pinard-Lampron, mairesse de Kingsley Falls. Soyez-y!